Chapitre 34. L'heure du marchand de sable. Pour moi, un été sans martinet noir n'est pas un véritable été. Ces oiseaux ressemblent aux hirondelles, mais en beaucoup plus gros et surtout plus rapides. Poussant des cris perçants, ils filent à toute berzingue entre les tours des villes pour chasser les insectes ou juste pour s'amuser. À l'inverse des autres espèces d'oiseaux, les martinets noirs passent presque toute leur vie dans les airs. Ils se sont tellement adaptés à vivre dans le ciel que leurs pattes sont atrophiées et ne leur servent plus qu'à s'accrocher. Bien sûr, il leur faut aussi couver, mais leurs nids, construits dans les rochers ou les fissures d'un mur, sont conçus pour être accessibles par voie aérienne. En dehors de la couvaison, les oiseaux font tout en plein vol, jusqu'à l'accouplement qui a souvent lieu très haut dans les airs, l'acte faisant proprement défaillir le martinet noir. Le mâle, cramponné à la femelle, n'est pas dans la meilleure posture pour voler, ce pourquoi les couples tombent, souvent en vrille, à s'en rompre le cou, sauf s'ils se détachent à temps pour ne pas s'écraser. Mais ce n'est pas pour cela que je voulais vous présenter le martinet noir. C'est pour sa façon de dormir. La plupart des êtres vivants, y compris les arbres, ont besoin de dormir. Et pour ce faire, les oiseaux se posent en général dans un petit coin, à l'abri. Nos poules, par exemple, rejoignent bien sagement le poulailler quand la nuit tombe, elles grimpent à l'échelle et s'installent sur une barre. Là, elles se blottissent les unes contre les autres. Elles n'ont pas à craindre de tomber pendant la nuit. Comme chez la plupart des oiseaux, leurs tendons se raccourcissent quand elles se posent, si bien que leurs doigts se courbent automatiquement. C'est ainsi que les poules peuvent s'accrocher à la barre sans avoir à forcer. Comme tous les oiseaux, les poules rêvent. Et il pourrait leur arriver, tout comme à nous, de remuer dans leur sommeil, suivant leur cinéma intérieur, ce qui provoquerait leur chute de la barre, ou de l'arbre chez les oiseaux vivant en liberté. Mais les muscles concernés sont aussitôt désactivés, si bien que les oiseaux passent la nuit tranquilles, la tête glissée sous l'aile. Et les martinets noirs, alors? Jamais ils ne se posent sur une barre, pas plus qu'ils ne restent au sol ou au nid plus que nécessaire. Quand ils ont envie de dormir, ils le font en volant. C'est évidemment très risqué, car ils n'ont plus alors le contrôle total de ce qu'ils font. Ils s'élèvent en vrille de quelques kilomètres, jusqu'à ce que la distance entre eux et le sol soit suffisante. Puis, ils amorcent un virage suivi d'une lente descente planée. Ils peuvent alors somnoler quelques instants tranquilles. Pas plus, car il leur faut se réveiller à temps avant que ça sente le roussi et que les premiers toits se rapprochent dangereusement. Ces oiseaux parviennent-ils vraiment à se reposer? Assurément, car le sommeil diffère d'une espèce à l'autre, avec un point commun tout de même, la nécessaire coupure d'avec les influences extérieures, ou au moins leur atténuation, l'une ou l'autre permettant à certains processus de se dérouler tranquillement dans le cerveau. Le sommeil de l'homme n'est pas régulier non plus, mais fait de phases de profondeur différentes. Nos chevaux, quant à eux, n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil profond. Souvent, quelques minutes suffisent, durant lesquelles ils restent allongés sur le côté, l'air vanné. Ils sont alors si loin au pays des rêves qu'ils ne perçoivent plus rien et que leurs pattes bougent convulsivement, comme s'ils galopaient dans une prairie imaginaire. Pour le reste, comme les martinets noirs, ils somnolent quelques heures par jour. Rappelez que les animaux dorment, eux aussi, c'est enfoncer une porte ouverte. Même les petites mouches du vinaigre ont besoin de dormir, et leurs pattes gigotent pendant ce temps-là, comme celles du cheval. Mais la question la plus passionnante à propos du sommeil des animaux est la suivante. À quoi peuvent bien rêver les créatures qui partagent notre terre? Chez l'homme, ces voyages mentaux ont lieu la nuit, durant la phase dite mort, mouvement oculaire rapide, encore appelé sommeil paradoxal. Nous roulons alors des yeux sous nos paupières closes, et si nous nous réveillons à ce moment-là, nous pouvons presque toujours nous souvenir de nos rêves. Nombre d'espèces animales ont, elles aussi, les yeux qui bougent durant le sommeil.
et cela d'autant plus que leur cerveau est gros par rapport à leur corps. Mais comme les animaux ne peuvent rien nous raconter, il nous faut chercher ailleurs pour comprendre ce qui se passe dans leur tête. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, près de Boston, ont étudié des rats dans cette intention. Ils ont mesuré leurs ondes cérébrales tandis qu'ils cherchaient ardemment de quoi manger dans un labyrinthe. Puis, ils ont comparé ces mesures avec d'autres, prises alors que les rongeurs dormaient. Les parallèles furent si nets que les chercheurs purent même voir, grâce à ces données, dans quelle partie du labyrinthe les rats se trouvaient en rêve. On a même fait des découvertes inattendues chez le chat, dès 1967. Michel Jouvet, chercheur à l'université de Lyon, se débrouilla pour empêcher les muscles des félins de se détendre pendant leur sommeil. Normalement, chez nous aussi, le corps désactive les muscles volontaires pour éviter que nous tapions furieusement autour de nous en rêvant ou que nous nous promenions les yeux fermés dans la chambre. Ce mécanisme n'est utile qu'aux rêveurs, et si on le désactive, on peut alors, en observateur extérieur, suivre en direct ce que le dormeur est en train de vivre. Jouvet vit ainsi les chats de son expérience faire le gros dos, feuler ou se promener, tout en restant profondément endormi. On considère depuis comme avéré que le chat rêve. Éloignons-nous à présent de la branche des mammifères sur l'arbre du règne animal, pour aller du côté des insectes. D'aussi petites têtes peuvent-elles abriter quelque chose de cet ordre? Les quelques cellules que compte un cerveau de mouche peuvent-elles produire des images pendant le sommeil? Des indices suggèrent aujourd'hui que ces minuscules amas de cellules sont plus performants qu'on a voulu le croire jusqu'ici. Comme évoqué plus haut, les pattes de la mouche du vinaigre gigotent quand elle s'endort, et son cerveau est particulièrement actif durant son sommeil, ce qui est un parallèle de plus avec les mammifères. Peut-on pour autant affirmer que la mouche du vinaigre rêve? Les réactions de son corps l'indiquent. Mais quelles sont alors les images qui surgissent dans sa petite tête? Nous ne pouvons pour l'instant que l'imaginer. Des fruits trop mûrs peut-être. Chapitre 35. Oracle animalier. Je dois l'avouer, j'ai longtemps été un peu sceptique quant au prétendu sixième sens des animaux. C'est vrai, chez bon nombre d'espèces, certains sens sont particulièrement développés. Mais sont-ils assez puissants pour percevoir les signes avant-coureurs de catastrophes naturelles, indétectables autrement? Je suis désormais d'avis que ce sixième sens est un outil indispensable pour survivre dans la nature. Et si, chez nous, il a été enfoui par la civilisation et l'environnement artificiel dans lequel nous vivons, cela ne signifie pas que nous l'avons complètement perdu. À propos d'enfouissement, qui voudrait finir enterré vivant sous une couche de lave? Les chèvres, en tout cas, semblent avoir très peur de subir un tel sort. C'est du moins une interprétation possible des capacités découvertes chez elles par Martin Wikelski. Ce chercheur de l'Institut Max Planck a équipé d'émetteurs GPS un troupeau de chèvres vivant sur l'Etna, en Sicile. Certains jours, il observa une soudaine agitation, comme si un chien menaçait les chèvres. Elles couraient de ci, de là, cherchaient à se réfugier sous des arbres ou des buissons. Une éruption conséquente avait toujours lieu quelques heures plus tard. En cas d'éruption de plus faible intensité, ce comportement d'alerte précoce ne se manifestait pas. Car à quoi bon? Comment les chèvres font-elles pour percevoir le risque imminent? Les chercheurs n'ont, hélas, pas encore de réponse définitive. Ils supposent que les gaz émanant du sol, peu avant l'éruption, jouent un rôle. Les animaux de nos forêts sont capables, eux aussi, de pressentir pareil danger. Le volcanisme est un sujet sérieux en Europe, y compris chez moi, dans l'Eiffel, où se dressent nombre de vieux volcans et quelques spécimens récents, comme le Laker Sea. Récent, c'est-à-dire que sa dernière éruption remonte à quelques 13 000 ans et qu'il est toujours en activité. À l'époque, 16 km3 de blocs de roches et de cendres furent projetés en l'air.
Ils ensevelirent plusieurs villages de l'âge de pierre et assombrirent le ciel en plein jour jusqu'en Suède. Le danger est donc à prendre au sérieux, même si la probabilité d'une nouvelle éruption est considérée comme faible. En Allemagne, c'est la fourmi rousse des bois qui a attiré l'attention des chercheurs, notamment de l'équipe du professeur Ulrich Schreiber de l'université de Duisburg-Essen, laquelle n'a pas lésiné sur les moyens. Plus de 3000 fourmilières des montagnes de l'Eifel furent recensées afin d'établir une carte. Leur disposition se révéla en rapport évident avec des fissures de la croûte terrestre provoquant des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. L'équipe constata que les fourmilières se concentraient au croisement de ces lignes de perturbation. Il y remonte du sol en effet des gaz très différents par leur composition de l'air environnant. C'est ce qu'aiment les fourmis rousses, qui privilégient ces endroits pour y construire leur logis. Je ne peux m'empêcher d'y penser chaque fois que je tombe en forêt sur l'une de ces belles structures grouillant d'insectes affairés. Personne ne sait jusqu'à présent pourquoi les fourmis apprécient ces endroits-là en particulier. Mais il est évident qu'elles sentent les infimes différences de concentration gazeuse, tout comme les chèvres. D'innombrables rapports signalent des phénomènes similaires partout dans le monde. Les animaux sont-ils donc fondamentalement plus sensibles que nous ? Certaines espèces, il est vrai, se distinguent particulièrement dans tel ou tel domaine. L'aigle voit mieux, le chien entend mieux et a un meilleur odorat que nous. Pour autant, nos sens, pris dans leur ensemble, sont efficaces et nous placent dans la moyenne des autres espèces. Pourquoi, dans ce cas, remarquons-nous si peu, contrairement aux animaux, les changements qui affectent notre environnement ? L'explication, à mon avis, se trouve dans le rythme de la vie moderne, dans la multitude des stimulations qui nous submergent, tant chez nous qu'au travail. La plupart des odeurs que nous sentons, par exemple, ne viennent plus des bois et des prés, mais des tuyaux d'échappement, des émanations des imprimantes de bureau, ou encore des parfums et déodorants appliqués sur nos corps. Ce flot d'odeurs artificielles recouvre les senteurs naturelles. Il n'y a qu'à la campagne que les choses sont différentes, quand on se promène beaucoup dans la nature. Chez nous, on sent encore, à 50 mètres, un malheureux cyclomoteur qui rejette dans une épaisse fumée les gaz malodorants de son moteur à 2 temps. Quand il pleut, l'air de la forêt s'enrichit aussitôt d'odeurs de champignons, promesse d'une copieuse récolte quelques jours plus tard. Il en va de même pour nos acuités visuelles. Un jeune qui reste assis devant un ordinateur ou à surfer sur son smartphone aura plus de risques de devenir myope que celui qui passe le plus clair de son temps à se promener dehors. Chez les jeunes générations, la myopie est de plus en plus répandue. Elle touche désormais presque 50% des 25-29 ans en Allemagne, comme le montre une récente étude de l'université de Mayence. Y voyons-nous de moins en moins clair ? Heureusement, les lunettes existent, mais la dégradation croissante de notre acuité visuelle me semble symptomatique. À l'origine, les conditions sont réunies pour que l'on soit aussi sensible aux phénomènes naturels que les animaux. Mais la vie moderne émousse nos sens les uns après les autres. Mon ouïe n'est plus ce qu'elle était. Certaines fréquences ont souffert des heures passées autrefois en discothèque et des exercices de tir. Mais tout espoir n'est pas perdu. Quand les organes sont trop atteints, il n'y a certes plus rien à faire, mais le cerveau peut énormément compenser. Le vol annuel des grues cendrées est pour moi un bel exemple. Je les entends de loin, même à travers des fenêtres bien isolées. Je les ai tellement souvent attendues avec impatience, ces messagères annonciatrices d'un changement de saison, qu'il suffit d'un indice à peine audible, voire d'un pressentiment, pour que je sorte sur le pas de la porte, et cela ne manque pas, au loin, une formation en V est à l'approche. Quel rapport, me direz-vous, avec le système d'alerte précoce des animaux, objet du présent chapitre ? C'est que les grues en vol indiquent longtemps à l'avance le temps qu'il va faire, car elles aiment voler confortablement le vent dans le dos. Si par conséquent elles arrivent par le nord à l'automne,
Un vent glacial venant du même endroit ne va pas tarder à souffler, éventuellement accompagné des premières neiges. Au printemps, l'apparition en masse des grues donne, à l'inverse, le coup d'envoi de la saison de couvaison, car dans les régions d'Espagne où elles passent l'hiver, souffle vers le nord un chaud vent du sud qui fait grimper les températures chez nous. Il est même possible d'évaluer grossièrement à l'oreille la température du moment. Cela peut sembler hasardeux, mais il n'y a rien là que d'ordinaire. Il suffit de relever les indices fournis par les sauterelles et les grillons. Ces animaux poikilothermes, en effet, ne commencent leur concert qu'à partir de 12 degrés, et plus la température grimpe, plus la stridulation s'accélère. On pourrait objecter qu'il est bien plus facile d'évaluer la température en se fiant à sa propre peau. C'est juste, mais notre impression peut être faussée dès lors que l'on s'active et que notre corps produit lui aussi de la chaleur. Tout comme les oreilles, les yeux peuvent s'exercer. On peut certes corriger un trouble de la vision en portant des lunettes. Mais ce qui importe, c'est l'entraînement du cerveau qui, comme pour Louis, aiguise notre sensibilité à certains éléments. Je remarque désormais les chevreuils du coin de l'œil, grâce à la seule nuance de couleur se détachant du vert des arbres. Les épicéas attaqués par le scolite me sautent aux yeux, eux aussi, du fait de leur imperceptible changement de teinte, bien avant l'apparition de différences nettes par rapport aux houppiers sains des arbres voisins. Qu'il s'agisse du vent que je sens tourner sur mon visage, augurant d'un changement de temps, des minuscules gouttelettes, signe d'une mince couverture nuageuse, qui ne laisse donc pas présager de fortes pluies, ou d'une infime odeur étrange, indice de la présence lointaine d'une charogne, tous ces signes, assemblés tel un puzzle, me fournissent une représentation immédiate de mon environnement et de ses dangers, sans qu'il soit besoin d'une intense réflexion. Si vous appartenez à cette fraction de la population sensible aux changements météorologiques, vous êtes capable de les prévoir bien avant que les premiers nuages n'apparaissent dans le ciel. Les scientifiques ne s'accordent pas, pour l'instant, quant à l'origine de cette sensibilité. S'explique-t-elle, par exemple, par une conductibilité variable des membranes cellulaires? En tout cas, le fait est que cela fonctionne. Dès lors, les peuples dits primitifs sont-ils vraiment plus doués que nous pour lire les forêts et les champs, eux qui sont exposés quotidiennement à toutes ces stimulations? Mes sens à moi ne sont exercés de la sorte que quelques heures par jour. Quant à ceux des animaux, ils le sont toute leur vie. Que ces derniers soient capables d'anticiper tellement mieux que nous les dangers de la nature n'a donc rien d'étonnant. Et que dire, quand on connaît leur ultra-sensibilité, de leur capacité à prévoir le climat? Les animaux peuvent-ils sentir à l'avance si l'hiver sera rude? Certaines années, en effet, les écureuils et les geais des chênes enterrent plus de faines et de glands que d'habitude. On ne saurait pour autant en conclure qu'ils agissent ainsi par prévoyance, afin de passer une longue période neigeuse. Les animaux ne font rien d'autre, dans ces cas-là, que tirer profit de l'offre foisonnante que les arbres mettent à leur disposition. Les hêtres et les chênes fleurissent en même temps, tous les 3 à 5 ans. Cette floraison succède souvent, au printemps de l'année suivante, à un été particulièrement dur, parce que très sec. La bénédiction est donc différée d'1 an, de même que la collecte empressée de l'écureuil et du geai. Les observer faire ne nous apprend donc pas grand-chose, sinon à post-voir ou voir rétrospectivement l'été précédent. Dommage. Les animaux n'ont pas l'art de faire des prévisions météo à long terme. Mais pour ce qui est des changements de temps à court terme, ce sont de vrais champions. L'une de mes espèces préférées à cet égard est le pinson des arbres. Comme son nom l'indique, il se plaît dans les vieilles forêts de feuillus, mais aussi dans les peuplements aux essences mêlées. Le mâle y chante une jolie phrase musicale à trille. Pendant mes études, j'ai appris un vers mnémotechnique au rythme identique, et mes collègues français ont aussi le leur. Tiens, 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 voilà Cyprien qui vient. Or, le pinson ne fait entendre ce chant que par beau temps. Que des nuages sombres s'amoncellent, voire qu'il commence à pleuvoir, et il s'en tiendra à un ru
monotone. S'il modifie son chant en fonction des perturbations, le pinson des arbres n'est nullement troublé par la présence d'humains, comme je le constate lors de mes rondes quotidiennes. En revanche, la disparition du soleil derrière de menaçants cumulonimbus l'inquiète manifestement. Quel intérêt pour les autres pinsons que le premier à remarquer le changement les avertisse? Chacun ne peut-il pas lever la tête et repérer lui-même le front des intempéries? Non, pas sous l'épaisse toiture de feuilles d'une vieille hêtraie, où l'on remarquera au mieux qu'il fait un peu plus sombre que d'habitude. Le coup du sort qui menace ne se peut voir que par une brèche que la chute d'un géant branchu aura ouverte vers le ciel, ou bien en étant perché tout là-haut, dans les houppiers. Et comme les pinsons ne sont pas tous au clair, avertir les copains prend tout son sens. Chapitre 36. De la vieillesse. Les animaux finissent eux aussi avec l'âge par avoir des ennuis de santé. Tout le monde le sait. Mais que se passe-t-il dans leur tête quand l'infirmité les gagne lentement? Sont-ils conscients du déclin de leur capacité physique? La science peine à fournir une réponse franche à cette question, mais l'observation nous donne déjà quelques éléments. Le cheval âgé semble être plus anxieux, et pour cause. Comme nous l'avons vu, le cheval peut parfaitement, en temps normal, somnoler debout. L'articulation de son genou est même conçue pour cela. La rotule de ses jambes arrière, alternativement l'une puis l'autre, se verrouille en l'absence de sollicitation, ce qui empêche la jambe de plier. Le poids est alors soutenu par cette patte immobilisée, tandis que l'autre patte arrière ne repose au sol que par la pointe du sabot. Les pattes avant ont ainsi moins de poids à porter et restent droites toutes les deux. Un cheval peut somnoler de cette façon pendant des heures, sans vraiment dormir. Or, tout comme nous, le cheval a besoin d'un vrai sommeil profond pour garder la santé et rester en forme. Il faut pour cela qu'il se couche sur le côté, les jambes étendues. Il part alors au pays des rêves. Son activité cérébrale s'accroît et ses sabots s'agitent. Parfois, sa lèvre inférieure bouge, comme s'il voulait hennir ou manger en dormant. Une fois réveillé, le cheval doit se relever. Avec un poids de quelques 500 kilos et des jambes relativement longues, l'opération demande de la force. L'animal commence donc par se hisser à l'avant, puis prend son élan pour se redresser aussi à l'arrière. Or, prendre son élan et se soulever devient presque impossible pour de vieux chevaux, que l'on voit par conséquent avoir carrément peur de se coucher. Même s'ils aimeraient se détendre complètement, couchés sur le côté, ils restent debout par mesure de précaution, se contentant de somnoler. Ce n'est évidemment pas une bonne chose, car sans sommeil du tout, les forces en réserve s'épuisent encore plus vite. Les chevaux alors semblent très bien savoir que leur situation est périlleuse. Ne plus pouvoir se lever signifie de fait mourir bientôt, car les organes internes vont cesser de fonctionner, à moins qu'un prédateur ne passe par là. Les véritables phases de sommeil diminuent donc au rythme des levées de plus en plus longs et difficiles. C'est ainsi que l'aîné de nos deux juments, âgée de 23 ans, se couche bien moins souvent que sa compagne de 3 ans sa cadette. Viendra un jour où la peur l'emportera et où Zippy cessera à jamais de rêver. L'âge a aussi des répercussions chez la biche. Hormis la dégradation de sa musculature qui fait paraître l'animal plus maigre, son comportement change lui aussi. Permettez-moi de le dire, la biche devient grincheuse et acariâtre. Mais cela n'a rien de surprenant, car il fut peut-être un temps où elle menait la harde en reine admirée. Le grand âge ne l'empêche pas de concevoir, mais le faon qu'elle mettra au monde restera faible. Avec ses dents toutes usées par les années, une vieille biche ne peut plus broyer correctement ce qu'elle mange et souffre donc souvent de la faim. La quantité et la teneur en graisse du lait produit dans son pis diminuent en conséquence, si bien que le petit est lui aussi affamé.
Il n'est donc guère surprenant que ces faons-là soient très souvent la proie de la maladie ou d'un prédateur, ce qui dégrade encore davantage la position hiérarchique de la vieille biche. Une telle situation ne vous mettrait-elle pas, vous aussi, de sacrée mauvaise humeur ? Je n'ai quasiment rien lu au sujet de la démence animale. Les animaux domestiques, du moins, vivent beaucoup plus longtemps qu'autrefois, car ils bénéficient des mêmes soins médicaux que nous. Maxie, notre petite épagnole, en est un bel exemple. Elle fut toujours nourrie au mieux, vaccinée et emmenée chez le vétérinaire à la moindre infection pour y être soignée et subir un détartrage par la même occasion. Mais à l'âge de 12 ans, Maxie se mit un jour à tituber et le diagnostic fut vite posé. AVC. Pour nous, ce fut un choc. Les jours de notre chienne, d'ordinaire si alerte, étaient soudain comptés. Les médicaments et les piqûres firent cependant vite effet et Maxie se remit. Elle put vivre pleinement ses vieux jours, malgré le déclin progressif de ses capacités et de ses sens. Un jour, elle se tut purement et simplement. Plus question d'aboyer, ce qui n'était guère gênant pour nous, au contraire. Elle perdit l'ouïe du même coup, ce qui était déjà plus embêtant puisque la communication ne passa désormais plus que par la vue. Malgré tout, notre chienne avait toujours plaisir à vivre. La dernière année, cependant, Maxie commença à perdre la boule, au point de ne finalement plus nous reconnaître. Elle tournait des heures dans son panier comme pour se coucher, mais sans jamais le faire. Quand elle se mit en outre à moins manger, à beaucoup maigrir, et que des ulcères cancéreux apparurent, nous décidâmes le cœur lourd de laisser le vétérinaire la délivrer. Barry, le cocker qui la suivit, évolua lui aussi de la même manière jusqu'à sa mort, à l'âge de 15 ans. Outre la perte de ses facultés mentales, il devint incontinent, ce qui nous donna beaucoup de travail et nous coûta cher en shampoing pour tapis. Depuis, il existe des traitements et des médicaments contre le syndrome de dysfonctionnement cognitif, comme l'appellent les experts. Je pense que tous les animaux, en tout cas les animaux supérieurs, peuvent subir pareil sort et être atteints de démence. Les amis des chats rapportent la même chose, et des scientifiques ont observé, dans le cerveau des représentants de cette espèce, des dépôts et des modifications comparables à ceux observés chez les humains malades. Nous avons même eu une chèvre démente dans notre troupeau. Elle avait perdu le sens de l'orientation, et seules les recherches actives de notre fils permirent de la retrouver, paisiblement allongée le long d'un ruisseau dans les bois. Il est autrement difficile d'observer le déclin des animaux sauvages, car atteints de démence, ils sont des proies faciles pour les carnivores. Ils s'isolent du reste du groupe, signalant par là même qu'ils sont sans défense. La nature écarte, sans pitié, les individus malades dans leur tête. Les prédateurs sont logés à la même enseigne, car même s'ils ne se font pas dévorer, ils finissent par mourir de faim. Que se passe-t-il quand la faim est proche, alors que l'animal a toute sa tête ? La voit-il venir ? Bien que rare, certaines personnes sont capables de prévoir leur mort, soit parce qu'elles sont malades et évaluent quasiment à la semaine près le moment de leur départ, soit parce qu'elles sont âgées et fatiguées et ne veulent tout simplement plus continuer. Pour elles, la mort n'est pas une surprise. Il en va de même pour certains animaux. C'est ainsi que nos chèvres très âgées se sont isolées du troupeau peu de temps avant l'heure, afin de mourir en paix. Elles avaient bien compris que le moment était arrivé. Elles ont alors choisi, pour l'une, un coin de pâture isolé, pour l'autre, la petite chèvrerie délaissée par le troupeau en ces chauds jours d'été. Nos vieilles chèvres se sont allongées là et sont mortes paisiblement. Comment est-ce que je le sais ? Cela se voit à la position de l'animal mort. Schwenli, par exemple, notre chèvre préférée, s'était étendue à son aise sur le ventre, les pattes confortablement repliées par en dessous, soit la position qu'adopte normalement une chèvre très détendue pour dormir. Si au contraire la chèvre meurt dans la souffrance, la terre est remuée par l'agitation de ses pattes, et elle est allongée sur le côté. Son cou est tordu en arrière, et elle a souvent la langue pendante. On voit sans conteste, en observant l'animal,
qu'il est parti dans la détresse. Ce ne fut pas le cas de notre Schwenli. Elle avait visiblement deviné qu'elle allait mourir et a quitté cette vie très paisiblement. Cette façon de partir, outre qu'elle nous facilite les adieux, a des avantages pour le groupe, du moins quand il s'agit d'animaux sauvages. Car les vieux animaux faibles constituent un danger pour leurs congénères. Leur lenteur attire les prédateurs. En s'isolant à temps, ils empêchent que soient arrachés au groupe d'autres membres, plus jeunes.